Vous avez peut-être fait de l'anglais pendant 7 ans, 9 ans, 12 ans pendant votre scolarité. Vous avez l'impression de ne toujours pas avoir atteint un niveau B2 complet. Et si le problème, ça n'était pas vous, mais l'école? Je vous dis tout. Bonjour, bienvenue sur Switch to Flow. Je m'appelle Florence, je suis coach et formatrice d'anglais depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné énormément d'apprenants. Vous avez une vidéo de présentation que je vous mettrai dans le petit, que vous pouvez aller visionner quand vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'école, tous les travers et tout ce qu'elle vous empêche de réussir pendant toutes ces longues années. Vous avez déjà eu le sentiment de vous sentir nul en anglais? Je vous rassure, ça n'est absolument pas le cas. Par contre, une chose est sûre, vous avez été mal formé. Ça commence dès le début. Dès la première année d'anglais que vous allez faire à l'école, vous allez rencontrer des difficultés pour comprendre ce qui se passe et comprendre comment faire pour parler correctement anglais. Je me souviens d'un petit garçon qui me disait que comment se disait what, parce que sa maîtresse lui avait dit que what's your name voulait dire comment tu t'appelles. Et là, on se rend compte que le chemin va être long, difficile et semé d'embûches, alors qu'il pourrait être au contraire simple, naturel et fluide avec une méthode radicalement différente, structurée et solide. Et ça, c'est pendant la petite école. À partir du collège, ça ne s'arrange pas. Si vous repensez à vos années de collège, vous allez vous rendre compte que le vocabulaire était inadapté à la réalité. Par exemple, les verbes à particules qui sont très courants dans le langage de tous les jours et qui sont utilisés par tous les anglophones ne sont pratiquement jamais enseignés à l'école. On va en voir quelques-uns, mais très très peu, et ils seront largement insuffisants par rapport à tous ceux dont vous aurez besoin pour comprendre et parler de façon fluide. Autre problème, les thèmes abordés. Très souvent, on voit à l'école des thèmes avec un vocabulaire tellement spécifique qu'il n'est pas applicable à la vie de tous les jours quand on est jeune et qu'on rencontre des anglophones dans notre quotidien. Par exemple, on va parler des dictatures, des guerres, du travail des enfants. Alors, ce sont des termes certainement utiles à comprendre, mais sur un cours d'anglais, tout ce vocabulaire ne va pas être applicable facilement dans la vie de tous les jours. Donc, on va avoir l'impression d'apprendre du vocabulaire inutilement, puisque très rapidement, on va l'oublier, puisqu'on ne pourra pas le réutiliser. Mais ce n'est pas tout. En plus de ne pas vous enseigner le vocabulaire qui s'utilise vraiment dans la vie de tous les jours, on vous enseigne des expressions qui, elles, par contre, ne s'utilisent plus. Par exemple, la plupart des élèves vont connaître l'expression It's raining cats and dogs, qui signifie pleuvoir, il pleut à verse, alors que plus aucun ou très peu d'anglophones vont utiliser cette expression dans leur vie de tous les jours. Donc ça n'est qu'un exemple, mais si vous multipliez cet exemple par des dizaines, voire des centaines de vocabulaires qui ne sont pas applicables facilement, eh bien très rapidement, il y a un fossé qui se crée entre ce que vous apprenez et ce que vous reconnaissez vraiment, ce que vous pouvez réellement utiliser, et vous commencez à vous dire que vous n'arriverez jamais à y voir clair parce que vous ne comprenez pas pourquoi le choc est tellement grand quand vous commencez à entendre des anglophones parler. Autre travers, oui, je sais, la liste est longue. Quand vous avez à l'école des devoirs à faire, très souvent, on va vous proposer de faire des exposés. Alors, je comprends très bien le but d'un exposé, c'est-à-dire la recherche d'informations, l'organisation de ses idées, la prise de parole en public, la conception d'un support visuel, etc. Tout ça, c'est très bien, mais pas en cours d'anglais. Il faudrait faire à ce moment-là une matière spécifique pour développer toutes ces compétences de communication, mais sur 2 heures ou 3 heures d'anglais par semaine, on n'a pas le temps de consacrer autant d'efforts à ces compétences-là qui tournent autour de la compétence pure. Je me souviens d'un élève que j'avais aidé qui devait faire justement un exposé et on avait passé tellement de temps déjà à choisir l'idée, trouver les arguments, proposer un visuel agréable, etc., que finalement, quand est venu le temps de travailler vraiment l'anglais et de proposer quelque chose de bien structuré, ben, l'élève n'avait plus du tout
aucune motivation pour continuer parce qu'il avait déjà passé 2 heures à faire de l'anglais puisque c'était pour l'anglais alors qu'on n'avait encore pas du tout travaillé justement la matière même. Quand on arrive ensuite au lycée, ça devient difficile de rattraper déjà 4 années de perdu. Donc, les profs vont commencer à surnoter puisqu'ils vont avoir la vision du baccalauréat et de la date fatidique qui approche. Et donc, avec un taux de réussite à plus de 90%, il va être très difficile de noter convenablement et honnêtement un élève alors qu'il n'aura pas les compétences nécessaires pour arriver par lui-même à obtenir son diplôme dans des bonnes conditions. Et même si aujourd'hui il n'y a plus d'épreuve d'anglais pur, le contrôle continu a même creusé encore plus cette difficulté puisque maintenant les notes peuvent être données tout au long des 2 ans et de ce fait n'être pas du tout représentative du niveau réel de l'élève. Comme il n'y a plus vraiment d'exercice de grammaire, de structure expliquée, mais qu'on a décidé que l'élève devait être au cœur de son apprentissage, il va falloir qu'il déduise par lui-même les règles que souvent le prof n'aura pas le droit de lui donner en amont et ça va commencer à rendre très difficile sa progression et surtout ça va lui faciliter la perte de confiance en lui. Quand on ne sait pas comment faire les choses et qu'on nous oblige quand même à les faire, je ne vois pas dans quelles conditions confortables ça peut nous aider à avancer et à progresser. Ensuite, j'ai été contactée par une école d'ingénieurs pour assumer des cours d'espagnol puisque je suis également formatrice d'espagnol. Et j'étais contente parce que je me suis dit, chouette, je vais enfin pouvoir changer les choses, essayer de tirer les élèves vers le haut. Là, on est quand même sur des écoles supérieures, des études supérieures, donc un enjeu, une carrière à l'international, des ambitions, des objectifs à atteindre. Donc, je me réjouissais jusqu'à ce qu'on me demande de surnoter les élèves. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je suis outrée et choquée et je m'y suis catégoriquement refusée. Il n'est pas question de surnoter un élève sous prétexte que ces notes vont pouvoir le pénaliser si elles ne sont pas suffisamment bonnes pour le choix de son université à l'étranger et que malheureusement, il n'a pas de temps à passer sur la matière en question et que donc il va falloir lui donner les notes sans qu'elles soient méritées. Non, ça n'est pas comme ça que la vie fonctionne quand on sort de l'école. Quand on sort de l'école, on a besoin de compétences solides parce que sinon on passe à côté des meilleurs postes, sinon on passe à côté des meilleures opportunités. Et c'est pas parce qu'on a eu un 19 sur 20 qu'un chef d'entreprise va être convaincu de vos compétences et vous embaucher sans même essayer de vérifier si elles sont solides. Je me souviens notamment d'une élève qui avait d'excellentes notes en espagnol qu'elle méritait et qui avait des notes catastrophiques en anglais. Et je lui disais, mais comment c'est possible que tu aies autant de difficultés dans une matière et pas dans l'autre, alors qu'elles concernent finalement le même domaine, parce que l'apprentissage d'une langue, après, se passe plus ou moins de la même façon, même si les difficultés ne sont pas les mêmes. Et elle me disait, mais en fait, si on avait des cours structurés comme ici, avec une grammaire claire, des exercices d'application et une méthode que l'on puisse comprendre, elle m'a dit, je suppose que j'aurai la même moyenne également en anglais. Mais là, elle m'a dit, sur le cours précédent, on a joué au Monopoly en anglais. Comment est-ce que vous voulez que je m'en sorte? C'est dramatique d'entendre ça. Je ne sais pas comment on peut se dire qu'on choisit un métier aussi engageant, parce qu'en fait, enseigner, c'est vraiment transmettre, c'est aussi encourager, mais des personnes, en fait, qui sont prêtes à s'investir, pas simplement faire des cadeaux, en fait. Être bienveillant, ça n'est pas être gentil, c'est avoir une vision suffisamment claire de la langue ou de la matière enseignée pour faciliter l'apprentissage sans mentir sur le niveau réel de l'élève. Et pour vous prendre un dernier exemple, parce que je pourrais en avoir des centaines, je suis intarissable sur le sujet, mais je suis aussi très en colère, donc je ne vais pas trop m'étendre parce que la vidéo risque d'être trop longue, mais j'ai été réquisitionnée par l'Éducation nationale en juin dernier pour participer au jury
d'évaluation des BTS et je peux vous dire que le niveau est catastrophique et que les élèves au début en fait des premières épreuves disaient oui mais moi je sais pas parler anglais, je sais pas faire de phrases, je vais pas arriver à faire ma partie en anglais parce que les profs m'ont jamais rien enseigné. Et en fait ce discours-là on l'a entendu pour chacune des personnes qui a passé son oral. Est-ce que c'est normal qu'après 9 ans d'anglais, la personne ne sache pas faire une seule phrase? Donc, cela vous prouve bien que ces méthodes globales, ces méthodes qui ne parlent pas de grammaire, de traduction littérale d'un mot, qui ne vous aident pas à savoir comment former vos phrases, ne seront jamais efficaces. Là, on arrive à 7, 9, 12 ans et il n'y a toujours pas de résultat. Et même ensuite, quand on vous prépare à des certifications, il n'y aura toujours pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'écart maintenant est tellement grand qu'en 2, 3 ans, les profs ont l'impression de ne plus pouvoir rattraper toutes les lacunes dans une classe entière où chacun n'a pas le même niveau. Et du coup, le travers final, c'est que on va vous faire travailler une certification par rapport à des astuces qu'on va vous donner, à des pièges à éviter, à travailler sur la gestion du temps. Mais finalement, tout ça va vous laisser sur votre faim par rapport à un niveau d'anglais que vous auriez pu espérer, que vous auriez dû avoir, et qu'une fois sur le marché du travail, vous n'avez toujours pas. Voilà comment, après toutes ces années d'anglais, vous n'avez toujours pas un niveau B2 complet. Mais si vous voulez que les choses changent et si vous êtes prêt à vous investir vraiment en termes d'effort, de temps, d'implication et de régularité, la méthode que je vous proposerai sera efficace, redoutablement efficace et surtout, elle vous permettra de définitivement tourner une page sur l'anglais parce que ce sera maintenant une compétence que vous maîtriserez. En attendant, je ne peux que vous encourager à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des problèmes que posent les méthodes actuelles à la mode. Et je vous rappelle également que je prépare une newsletter toutes les semaines, tous les lundis, qui va vous permettre d'obtenir des informations sur des verbes à particules, sur des tournures idiomatiques, vous donner des petits quiz de temps en temps, des rappels grammaticaux, mais qui vont également vous informer davantage sur mon accompagnement, sur la raison pour laquelle il est efficace et pourquoi on a besoin d'un accompagnement structuré et exigeant pour réussir, mais également, il vous permettra d'être tenu au courant en avant-première des ouvertures des ventes de l'accompagnement, puisque a priori, les ventes ne seront pas ouvertes en continu et les places seront limitées pour un accompagnement vraiment de qualité. Je vous dis à très vite pour la suite.